Bien le beau jour en cette belle journée du dimanche, en tout cas si vous regardez cette vidéo le premier jour de sa sortie. En tout cas aujourd'hui on se retrouve donc pour se faire un tour de l'actualité du MotoGP, j'espère que vous allez bien. Nous on va donc se faire 4 gros sujets, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, on est directement parti. Et pour le premier sujet on va parler un peu des déclarations de Max Verstappen. On a pu avoir un événement, le Honda Racing Thanks Day, qui a donc rassemblé plusieurs pilotes Red Bull, que ce soit donc pour le MotoGP mais aussi donc pour la F1. On avait du Max Verstappen, du Sergio Perez ou encore Pierre Gasly, et justement il y avait aussi donc Marc Marquez. En tout cas Max Verstappen a donc déclaré des choses un peu sur le MotoGP et j'ai trouvé ça quand même vachement sympa de vous y montrer. Il a donc déclaré: ces gars-là sont fous, la vitesse à laquelle ils prennent les lignes droites, la puissance de ces motos. J'aimerais essayer un jour, mais je n'en ai pas le droit pour le moment. C'est sûrement donc Red Bull qui ne lui donne pas l'autorisation de rouler avec une moto GP, tout simplement parce que c'est trop dangereux. Vous le savez, les grands sportifs, on bloque souvent tous les sports où il pourrait y avoir un petit danger pour eux. C'est quand même assez normal. En tout cas, il continue en disant: j'adore regarder le MotoGP et j'espère qu'il y ait autant de constructeurs qui puissent gagner la course. Je trouve ça génial. Sur Marquez, il dit: ce que j'aime chez Marc, c'est que c'est un battant. Il n'abandonne jamais, il est très déterminé, c'est un grand pilote. Voilà donc les propos de Max Verstappen. C'est vraiment très court, ça n'apporte pas grand chose, mais bon, je pense que c'est quand même toujours cool d'avoir un peu les propos d'un pilote de F1, un double champion du monde, sur du coup le MotoGP, mais aussi sur un autre très grand pilote du GP, Marc Marquez. C'était donc un petit sujet à la cool. Maintenant on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus voué à la polémique, c'est le calendrier du MotoGP, calendrier extrêmement critiqué parce que maintenant on retrouve énormément de grands prix. On aura donc en 2023 21 courses, enfin plus précisément 21 grands prix, parce que je vous rappelle qu'on va aussi avoir l'arrivée des courses sprint qui vont donc doubler entre guillemets les courses lors d'un week-end. Les pilotes sont donc très critiques sur cette explosion de grands prix. On a aussi les fans qui sont peut-être pas tous vraiment très heureux de retrouver autant de grands prix au calendrier, mais c'est aussi le cas du PDG de KTM, Hubert Trunkenpolz, j'espère que je le prononce bien, qui nous a déclaré ça: nous n'avons pas besoin de 3 grands prix en Espagne et nous pensons également que les 4 événements en Asie sont exagérés. Fondamentalement, il ne devrait y avoir qu'un seul événement MotoGP par pays, pas deux en Italie non plus. Nous préférions 3 grands prix en Amérique du Sud, car alors les courses en Europe seraient diffusées en prime time le soir. On verra donc juste après les propos bien sûr de Carmelo Ezpeleta, le patron de la Dorna, qui va donc tout nous expliquer sur ce nouveau calendrier, ce qui ne va pas pour lui, c'est sûr, mais ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le MotoGP. Mais je voulais déjà revenir donc sur les propos du PDG de KTM AG, parce que je pense que c'est quand même assez important, et je suis tout d'abord assez d'accord sur un premier point. C'est vrai qu'il y a trop de grands prix dans certains pays, il y a beaucoup trop de grands prix en Espagne, et c'est pour ça qu'on va perdre un grand prix l'année prochaine. On aura un grand prix de moins en Espagne, 3 au lieu de 4 donc précédemment. Et pour du coup l'Italie, je pense aussi qu'on devrait uniquement avoir un seul grand prix. Moi personnellement je ferais partir Misano et j'essaierai de faire un gros événement en Italie sur le circuit du Mugello. Maintenant par contre qu'il y ait trop de grands prix en Asie, je suis pas totalement d'accord, parce qu'on sait en plus que il y a énormément de fans en Asie, et puis l'Asie c'est pas un pays, ça représente énormément d'autres pays, et c'est pas comme si on avait 4 grands prix au Japon ou 4 grands prix en Indonésie. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien, surtout au vu de l'audience qu'il y a dans ces pays-là qui demandent réellement du MotoGP, et surtout beaucoup de pays sont réellement des pays de moto. Donc personnellement du point de vue de l'Asie, je trouve que le développement du MotoGP autour de tout ça est une très bonne chose. Mais je termine donc par un autre point où je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'il faut vraiment développer le marché américain. Et attention, quand je dis américain, ce n'est pas juste USA, c'est le marché américain, ça veut dire Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ça serait vraiment intéressant d'avoir un grand prix au Mexique, d'avoir un grand prix au Brésil. Je pense qu'il est vraiment très important de développer ce marché-là. Je rajouterai même une petite virgule en vous disant qu'il y a sûrement aussi des choses intéressantes à faire sur le marché africain, par exemple en Afrique du Sud. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que finalement, dans l'histoire du MotoGP, on a rétro-pédalé, parce qu'avant, on allait en Afrique du Sud, on allait au Brésil, et c'est des continents, c'est des pays qu'on a complètement quittés, et je ne comprends pas trop pourquoi. Enfin, techniquement, ma réponse je l'ai, c'est sûrement une question de gros sous, bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles choses à faire, de nouveaux projets à monter qui pourraient être très intéressants pour le GP. Mais bref, regardons donc un petit peu la réponse et la vision de Carmelo Ezpeleta, le patron de la Dorna, sur ce calendrier. Il dit: la situation est que nous sommes en concurrence avec d'autres sports et nous devons faire des compromis lors de la création du calendrier. Les courses supplémentaires nous obligent à commencer la saison plus tôt et à la terminer plus tard qu'avant Covid, quand nous avions 19 courses. Oui, on nous a aussi demandé pourquoi nous allions au Kazakhstan. L'explication: il n'y a aucun autre organisateur qui ait accepté une date de Grand Prix en juillet. Si nous avions fait sans le circuit de Sokol, il y aurait eu une pause estivale de 5 semaines, comme en 2022 lorsque le Grand Prix de Finlande a été annulé.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'être absents du monde du sport automobile aussi longtemps. Carmelo Ezpeleta qui avait récemment déclaré que le MotoGP perdait de l'argent sur les courses européennes. Il a donc ensuite déclaré, après l'erreur de 2022, lorsque le Grand Prix du Mugello s'est déroulé le même jour que le Grand Prix à Monte-Carlo, le Grand Prix du Mugello en 2022 qui a été un fiasco total en termes d'audience et donc de spectateurs précisément. Les organisateurs ne veulent plus de clash de date avec la F1, mais malheureusement il y a 3 courses de F1 d'affilée en mai. Nous avons donc dû déplacer le Grand Prix du Mugello au premier week-end de juin et le Grand Prix de Catalogne en septembre. Il faut tenir compte des souhaits des promoteurs. De plus, à cause des retransmissions télévisées, nous voulons le moins de clash possible avec la F1, du moins pas dans les mêmes fuseaux horaires. Les épreuves de F1 et de MotoGP ne doivent pas se dérouler simultanément dans la même partie du monde. Pour ces points-là, moi je suis quand même assez d'accord avec Carmelo Ezpeleta. Aujourd'hui, il faut développer le MotoGP. C'est sûr que on aimerait peut-être que le MotoGP se développe dans d'autres pays avant d'autres pays. Je vais pas citer de nom, mais voilà. Mais c'est comme ça que ça marche, qu'on a besoin aujourd'hui d'amener de l'argent, et pas uniquement du point de vue des spectateurs qu'il va y avoir sur les circuits, mais de combien les circuits peuvent payer à la Dorna, et c'est pour ça qu'on voit certains circuits arriver avant d'autres. Aujourd'hui, on ne recherche plus uniquement un circuit qui va être rempli de spectateurs, si on peut dire ça comme ça, on cherche aussi un circuit qui est capable de payer très cher le MotoGP, parce qu'on a besoin de sous. C'est Carlo Pernat récemment qui en avait parlé, il a dit que le MotoGP en 3 ans avait perdu 100 millions d'euros. C'est pas génial, vous imaginez bien. Donc aujourd'hui, il faut essayer de renverser la situation. On cherche donc des pays et donc des circuits qui sont capables de rapporter énormément au MotoGP. Et avec les récentes déclarations de Carmelo Ezpeleta qui disait qu'en Europe on perdait un peu des sous, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un problème économique avec le MotoGP et qu'il faut trouver une solution. Et j'ai envie de dire que je comprends la solution recherchée avec le calendrier. Pour terminer avec cette histoire de ne pas être au même moment que la F1, moi ça me paraît tellement logique, je comprends pas qu'on s'est pas déjà dit ça avant. Je ne vois pas l'intérêt d'être au même moment que la F1, encore plus quand tu vois aujourd'hui l'explosion de la F1. Je pense que quelqu'un, on va dire un petit peu plus mainstream comme on dit, quelqu'un qui n'est pas spécialement ultra fan de MotoGP ou de F1, s'il a les deux sports mis devant lui, en grande partie il choisira de regarder la F1. Donc ça me semble quand même logique d'essayer de faire en sorte d'avoir des calendriers qui ne sont donc pas au même moment que la F1 et donc d'avoir aussi des courses qui sont pas au même moment que les autres courses de F1. Ça me semble quand même assez logique et je pense que c'est un choix tout à fait normal. Et pour notre prochain sujet, on va avoir une comparaison entre donc le Superbike et le MotoGP avec les propos d'Alvaro Bautista. Il a donc dit: j'ai l'impression que dernièrement toutes les MotoGP se sont beaucoup rapprochées d'un point de vue technique. Il y a moins de différence entre les motos officielles et les motos satellites. Il me semble que la limite est désormais fixée par la moto. La main du pilote est moins visible. Les temps aux essais sont tous très proches, mais en course, ils sont les uns derrière les autres. Il continue en disant: ils le rendent similaire à la Formule 1, parlant donc du GP. Il y a moins de technologie en Superbike, de plus, en MotoGP, il semble que toutes les motos aient toutes les mêmes caractéristiques pour aller vite. Alors qu'en Superbike, la Kawasaki a certaines qualités, la Yamaha d'autres et la Ducati encore d'autres. Vous pouvez voir où une moto est plus forte et l'autre moins. Alors je suis pas sûr que Fabio Quartararo serait tout à fait d'accord. À mon avis, lui, il voit bien la différence entre sa Yamaha et la Ducati. Bref, il termine: il y a beaucoup de dépassements car dans un tour, une moto va mieux à certains points de la piste et une autre à d'autres. Cela permet aux pilotes de faire un peu plus de différence. Les Pirelli permettent aussi de prendre des trajectoires différentes, alors qu'il me semble que les Michelin doivent être utilisés d'une certaine manière, et quand on essaie de faire quelque chose de plus, on tombe. De plus, les motos bougent plus, et pour cette raison, il y a des animations de l'extérieur. Il me semble que les Superbikes permettent plus aux pilotes que les MotoGP. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, on va pas apporter une réponse totale en vous disant: oui, le Superbike est mieux que le MotoGP, non, le MotoGP est mieux que le Superbike. C'est pas aussi simple, et c'est aussi par rapport au goût de tout le monde. Personnellement, même si je vois vraiment des choses exceptionnelles en World Superbike, et là on a vécu 2 saisons, les 2 dernières saisons de Superbike sont vraiment folles, je préfère quand même encore le MotoGP, même si le World Superbike, c'est sûr, a des arguments aujourd'hui qui sont vraiment exceptionnels. Quand je regarde des courses de World Superbike, je revois le MotoGP de 2013, de 2014, avec des courses beaucoup plus mouvementées, avec, c'est vrai, des différences qui sont beaucoup plus grandes entre les constructeurs. Et c'est sûr qu'aujourd'hui en MotoGP, il y a des choses qui vont pas, on en a déjà parlé 1000 fois. Le pilote, maintenant, fait beaucoup moins la différence qu'avant. Moi, je vous ai aussi souvent dit dans mes vidéos que j'attendais énormément un changement de
de comment tout ça devait fonctionner, avoir tout simplement un nouveau règlement technique qui devrait apparemment donc arriver aux alentours de 2026 pour réglementer un petit peu les technologies, pour permettre du coup au MotoGP de retrouver un petit peu cette vision d'antan où on avait des caractéristiques beaucoup plus différentes entre chaque machine et justement derrière de plus belles batailles je trouve. Et je suis aussi assez d'accord avec les propos d'Alvaro Bautista qui dit qu'aujourd'hui en MotoGP on a une sorte de petit train-train, on a du mal à dépasser et c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas en World Superbike. Alors après pour cette saison on a quand même un contre-exemple avec le Grand Prix de Phillip Island où on a pu avoir une baston fantastique, mais il faut le dire en MotoGP cette saison on a eu beaucoup plus de Grands Prix où on a eu ce problème pour dépasser que le contraire. Fabio Quartararo en a énormément parlé, on a du mal à prendre l'aspiration des pilotes, on a du mal à doubler, on a ce souci de pression de pneus qui augmente, on a aussi Marc Marquez qui en a beaucoup parlé. Donc bon, une nouvelle fois cette vision du pilote espagnol vient approfondir ce que l'on a déjà dit pendant maintenant de nombreuses vidéos. C'est vrai que c'était un petit peu le fil rouge là qu'on a pu avoir pendant pas mal de sujets où je parle un peu du MotoGP actuel, des soucis que je vois personnellement. On est donc au courant et on attend donc ce nouveau règlement technique. J'espère vraiment qu'on retrouvera donc des pilotes qui pourront plus faire la différence sur leur machine, des constructeurs qui sont donc moins proches les uns les autres et surtout des pilotes qui arrivent beaucoup plus facilement à doubler et à se bagarrer. C'est vraiment les points marquants qui pour moi font dire aujourd'hui que le MotoGP est un peu moins bien que le World Superbike. Et j'espère vraiment que ça va changer. Allez, on attaque donc maintenant le tout dernier sujet de cette grosse vidéo. On va donc parler un peu de Fabio Quartararo et on va essayer de répondre à cette question que beaucoup de personnes se sont posées. Mais pourquoi Fabio Quartararo a re-signé avec Yamaha quand on voit toutes les difficultés qu'il a pu donc avoir en 2022? Fabio a donc répondu un petit peu à tout ça, nous a fait pas mal de déclarations sur cette saison et je pense qu'on pourra dire le pourquoi Fabio a donc re-signé. Cette année, j'ai mieux roulé que l'an dernier, où il a été quand même champion, mais il y a eu des moments difficiles. Cela m'a frappé, je suis monté sur la moto avec moins d'enthousiasme que les années précédentes. Vous le remarquez inconsciemment quand vous ne l'aimez pas. J'ai fait beaucoup de courses que je n'ai pas appréciées. Il enfonce le clou en disant « C'est triste à dire, mais la moto 2019 est la meilleure et je ne pense pas que les gars de Ducati ou d'Aprilia ressentent la même chose. La façon dont nous avons commencé l'année, je ne m'attendais pas à gagner une seule course. » Deux arguments qui font donc quand même assez peur et qui nous font dire tout simplement pourquoi tu as re-signé. Il répond assez simplement en fait à cette question en disant la mentalité évolue chez Yamaha donc. C'est pourquoi j'ai renouvelé. Mais dans ces 2 années, ils doivent me le prouver. En parlant aussi du fait d'arriver donc en MotoGP, il dit y arriver est plus compliqué que d'y rester. J'ai beaucoup souffert en Moto 3 ou en Moto 2 et quand tu y arrives et que tu gagnes en régularité en MotoGP, tu gagnes en confiance. Voilà donc pour moi déjà les deux arguments majeurs de pourquoi Fabio Quartararo a re-signé. Tout d'abord, il a re-signé parce qu'il a eu la sensation avec donc les promesses de Yamaha que la situation allait évoluer et que cette situation allait donc changer. Alors il faut donc bien sûr croire Yamaha, pour l'instant on n'a encore rien de vraiment officiel, il faudra voir comment ça va évoluer en 2023, mais bien sûr que si en 2023 ou en 2024 les choses ne changent pas réellement, je pense vraiment que Fabio décidera donc de quitter la marque, mais là en tout cas comme premier argument pour re-signer, il a décidé de croire dans les promesses de Yamaha. Le point important qu'il a donc déclaré, c'est la régularité en MotoGP. Il est très important, je pense, pour Fabio d'avoir un projet qu'il connaît bien pour être le plus fort possible la saison d'après. Et cette Yamaha, il la connaît maintenant par cœur. Il est le pilote numéro 1, mais aussi numéro 1 en termes de développement. Il a toute une usine qui l'écoute et c'est quand même pas n'importe quelle usine, ça reste quand même Yamaha. Et puis finalement, il a été quand même champion du monde en 2021, deuxième en 2022. C'est loin d'être des résultats catastrophiques qui te feront dire bon, il faut que je change tout. Donc Fabio pense aussi que cette régularité peut être payante et c'est ça qui à mon avis l'a poussé à re-signer. Et un autre point que je pense aussi majeur, alors c'est toujours quand même difficile de savoir si ça a réellement joué dans la re-signature de Fabio Quartararo, mais c'est aussi la somme d'argent qu'on a donnée à Fabio. Apparemment de ce qu'on a appris récemment, Fabio gagnerait maintenant donc par saison 10 millions d'euros et c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'il gagnait auparavant. Donc moi personnellement on me propose un contrat à 10 millions d'euros, je peux vous dire oui, on peut commencer à discuter d'un renouvellement de contrat, il n'y a aucun problème. Surtout que par exemple s'il venait par exemple à quitter Yamaha, je pense que le plus logique ça serait d'essayer de rejoindre Ducati et aujourd'hui chez Ducati on a une façon de faire du point de vue économique qui est vraiment différent, on essaie de pas du tout surpayer les pilotes, on essaie vraiment d'avoir des salaires assez bas quand même pour la majorité du coup des pilotes Ducati, donc c'est peut-être quelque chose qui a joué en la faveur donc de
de Yamaha, on a été prêt à sortir le chéquier, ce qui fait donc de Fabio l'un des pilotes les mieux payés de cette grille, et c'est assez logique, j'ai quand même envie de dire. On reviendra sûrement sur les pilotes les mieux payés de cette catégorie, parce qu'on a eu un petit article là-dessus. Maintenant, je vous rappelle que c'est toujours extrêmement approximatif ces chiffres, c'est toujours difficile de savoir réellement si ces chiffres sont totalement vrais. Bref, voilà les réponses qu'on peut apporter à cette question. Qu'est-ce qui a amené Fabio à re-signer chez Yamaha? Pour un petit avis général, pour terminer, un avis bien sûr personnel, moi je pense quand même que c'est une bonne chose que Fabio a re-signé. C'est sûr que la situation en 2022 a été compliquée, on a eu beaucoup de tensions, mais Fabio a été quand même champion du monde en 2021 et même auparavant, et il a fait des choses exceptionnelles avec cette Yamaha. Et bien sûr que la Ducati aujourd'hui est une meilleure moto, que l'Aprilia je pense est une meilleure moto, que la Suzuki était aussi une meilleure moto, mais c'est toujours difficile de changer de constructeur et on ne peut pas être sûr à 100% que Fabio sur une Ducati, il arriverait à gagner plein de courses ou quoi que ce soit. C'est jamais aussi facile les sports mécaniques et vous le savez très bien. On sait en tout cas chez Yamaha, ça c'est officiel, qu'il a quand même un projet gagnant où il peut aller chercher des titres de champion du monde. Il l'a fait en 2021, aller chercher des podiums, des victoires. Je pense vraiment que Yamaha a aussi bien compris qu'aujourd'hui il va falloir commencer à se réveiller et apporter beaucoup de nouveautés sur cette moto. Et personnellement, les promesses qu'a fait Yamaha envers Fabio, et Fabio les a crues, je les crois aussi. Je pense vraiment que Yamaha peut apporter un bien meilleur projet en 2023, mais aussi donc en 2024. Et personnellement, là où beaucoup de personnes ont une vision assez négative du futur de Yamaha, moi personnellement, j'entrevois quand même de bien belles choses. Alors peut-être qu'il n'aura pas une nouvelle fois la meilleure moto du plateau, bien sûr, mais je pense que la situation sera bien mieux en 2023. Donc voilà, je suis moins inquiet que beaucoup de personnes, je pense, sur l'avenir justement de Yamaha en MotoGP et surtout l'avenir du duo Fabio Quartararo et Yamaha. En clair, je trouve ça donc assez logique qu'il ait re-signé. Bref, pour moi, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'était quand même un gros sujet, j'ai pas mal blablaté. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.